Donc, l'émission commence avec une apparition de The Man, Becky Lynch. Ça vient dans le ring, elle remercie tout le monde pour son retour ici. Et finalement, elle décide qu'elle s'en va faire un tour dans la foule. Et pendant qu'elle est dans la foule, elle parle à une couple de spectateurs. Elle dit qu'elle veut prendre, comme ils disent en anglais, take care of business. Elle veut s'occuper de... Elle veut s'occuper de la business, dans le fond. Elle veut prendre soin des choses. Bayley sort pour l'interrompre, dire bon, toi, t'es là-bas, moi, je suis ici, on peut se battre. Et Becky, elle part pour aller vers le ring et elle se rend compte que derrière elle, Io Sky et Dakota Kai descendent les marches derrière elle. Donc, elle leur fait face. On voit que War Games a laissé des traces parce qu'Io Sky porte un collier cervical. Ça ne doit pas être trop grave s'ils l'ont laissé faire le segment de se battre avec Becky. Becky est en désavantage 3 contre 1, mais elle réussit à tenir son bout quand même. Et tout ça, dans le fond, ça confirme le doute que j'avais depuis le retour de Becky vendredi dernier. Comme quoi qu'il va y avoir une confrontation, une rivalité entre Becky Lynch et Bayley pour les prochaines semaines probablement. Peut-être même Becky contre Damage Control au complet. Donc, c'est ça pour le premier segment. On s'en va vers le premier match. Donc, Rhea Ripley contre Mia Yim. Mia Yim. Michin, comme ils disent à l'émission, qui veut dire folle en coréen. Donc, dans ce match-là, Mia Yim a besoin de la victoire pour vraiment s'établir comme une menace pour Rhea, si on veut. Mais une défaite contre Rhea Ripley ne serait pas dramatique parce que Ripley est superbe, c'est une belle femme, là, mais c'est un monstre. C'est un monstre, cette fille-là. Je veux dire, l'avez-vous regardé comment est-ce qu'elle est forte, puis que c'est toute une athlète. Et je l'ai dit il y a quelques années, je crois que Rhea Ripley est le futur de la lutte féminine à WWE. C'est tout simplement ça. Rhea, de son côté, elle veut remporter la victoire afin de se positionner pour un match éventuel, peut-être pour une rivalité contre Bianca Belair. Mia Yim domine le début du match. Mais quand Rhea a pris le dessus, elle lui en a sacré toute une. Puis Rhea, elle faisait beaucoup de trash talk qu'on appelle en anglais. Quand Mia essaye de faire un dive à l'extérieur du ring, Dominic s'interpose et Rhea l'attaque par en arrière. AJ Styles sort, vient s'occuper de Dominic. Judgment Day arrive, OC arrive. Et une bataille générale se produit, encore une fois. Et AJ Styles prend le micro et dit on pensait que ce serait fini après Survivor Series. Je vois bien que c'est pas fini. Ça va finir ce soir. On vous challenge à un match à 8 personnes. Donc, on va jumper tout de suite à ce match-là. OC, the OC contre Judgment Day. OC domine la première partie du match. Et à un certain moment, quand Judgment Day a pris l'avantage, Damien a tagué Rhea dans le match avec Carl Anderson dans le ring. Et Rhea s'est amusé à frapper sur Carl Anderson.
quand je dis que Rhea, c'est un monstre, elle serait capable de tenir son bout contre les gars, je serais même pas surpris. À un certain moment, Mia Yim fait un body slam à Finn Balor, mais encore une fois, bataille générale, mais ça finit comme Rhea Ripley qui fait son Riptide à Mia Yim. Et ceci donne une grosse victoire à Judgment Day après la défaite à Survivor Series. Donc, dans le fond, ce match-là, c'était comme pour redonner une victoire à Judgment Day afin de leur redonner le momentum qu'ils auraient peut-être perdu à Survivor Series. Ensuite de ça, deux petits segments. Street Profits qui parlent de leur match qu'ils vont avoir contre Alpha Academy. Et ensuite de ça, le Bloodline qui arrive. Et je vais faire un segment juste pour ça. Donc, on va en parler. Donc, segment pour le Bloodline. Sammy, Jimmy qui parle au début, dit qu'ils ont été à la guerre samedi, tata. Et lorsque Sammy prend le micro, il dit à Jimmy, tu m'as accepté depuis le premier jour, blablabla. Bla, bla. Et là, quand il parle à Jay, il dit, la façon que tu m'as fait le câlin samedi, ça m'a montré. Ça valait beaucoup pour moi. Tu m'as montré que tu m'acceptais dans la famille, blablabla. Bla, bla. Et là, il dit à partir de maintenant, Sammy dit à partir de maintenant, quand tu vas avoir de la business pour du Bloodline, on va être sur la même page. Et là, Jimmy, Sammy qui se donne un câlin. Après ça, il invite Jimmy à rentrer, câlin de groupe entre les trois. Et là, la partie la plus drôle, c'était déjà drôle, mais moi, c'était de voir les trois qui invitaient Solo à faire le group hug, Solo qui était... Puis tu voyais presque qu'il y avait de la misère à pas rire. C'était de l'or en bord. Kevin Owens qui sort, dit qu'il ne veut plus rien savoir de Sammy, que c'est fini, il veut plus faire équipe avec. Ça, c'est un indice important. Il ne veut plus faire équipe avec. Il ne veut plus rien savoir. Donc, retenez ça. Ça, c'est important. C'est un indice comme quoi que les deux, ils vont se réunir en équipe à un moment donné. C'est écrit dans le ciel. Fait que KO qui dit à Sammy, t'es pas relié par le sang, puis tu seras jamais, puis là, Jay prend la défense, à la surprise générale, prend la défense de Sammy, dit t'as un problème avec Sammy, t'as un problème avec moi. Et KO, il dit, ben justement, j'ai pas de problème avec Sammy, mais j'ai un problème avec le reste du Bloodline, puis toi, je vais me battre avec toi ce soir. Donc, gros segment. Encore une fois, la storyline du Bloodline, que ce soit Drew McIntyre, que ce soit... Ben, la clé là-dedans, c'est vraiment Sammy, Jay, Roman, et Paul Heyman l'a dit dans la conférence de presse après Survivor Series samedi, que il a comparé Sammy à un invité dans un téléroman où il ferait une couple d'émissions, puis que vraiment, c'est tellement bon ce qu'il fait, qu'il est rendu, qu'il fait partie de l'équipe principale du téléroman. C'est à peu près ça, Sammy. Il a tellement démontré de passion et tout dans ce rôle-là qu'ils n'ont pas eu le choix de l'ajouter dans le Bloodline. Puis la storyline est gagnante là-dedans à 100%. Petit segment ensuite de ça avec Candice LeRae qui dit qu'elle va s'occuper de Dakota Kai pendant la soirée. Ensuite de ça, on voit Riddle et Elias qui disent qu'ils veulent essayer d'aller pour les championnats par équipe.
Les Usos arrivent et ils disent n'importe quand, n'importe où, challengez-nous, on va vous battre quand même. Peut-être qu'une rivalité Riddle, Elias, Usos va avoir lieu. Moi, je dis que c'est en attendant le turn de Sami pour avoir l'équipe Sami KO contre les Usos en vue de Montréal. On verra. Peut-être que les plans de Montréal sont carrément autre chose. Comme je dis, on va voir. Donc, on va aller au prochain match. Les Street Profits contre Alpha Academy. Street Profits faisaient leur grand retour à Raw lundi soir. Et malheureusement, je dis malheureusement parce que j'adore l'équipe Alpha Academy. Je les trouve très, on va dire en anglais, entertaining. Avec Gable qui est toujours chouch. Mais tout ça pour dire que je trouve ça de valeur que Alpha Academy servent présentement de faire valoir à toutes les équipes qui reviennent. Mais bon, peut-être que dans un futur rapproché, ils vont redonner un peu de lustre à cette équipe, à moins qu'ils soient en train de préparer une brisure dans l'équipe. Donc, Montez Ford était blessé depuis quelque temps. Donc, le match est en gros pour redonner un peu de lustre à l'équipe des Street Profits, leur redonner une victoire à leur retour. C'est ce qui est arrivé avec le Frog Splash. Le match était très bon. Je l'ai dit dans d'autres vidéos en anglais. Chad Gable est un des lutteurs les plus sous-estimés et sous-utilisés dans le roster. Peut-être qu'ils se contentent de ça aussi, on ne sait pas, là, mais moi, je trouve que Chad Gable est un lutteur incroyable. Puis il gagnerait à être utilisé. Peut-être que justement, une brisure de Alpha Academy pourrait lui aider éventuellement. On verra. Mais c'est ça. Donc, victoire des Street Profits pour les faire remonter en vue de peut-être retourner challenger les Usos pour les ceintures. Même si je crois que d'ici à ce temps-là, les Usos vont être occupés avec d'autres personnes qu'ici au Québec, on connaît très bien. Donc, c'est tout pour ce match-là. Ensuite de ça, il y a eu un autre segment avec Austin Theory qui dit que il est le now, il est le maintenant, il n'est pas le futur, il est le maintenant. Et que c'est lui qui est la figure de proue de Monday Night Raw. Et que l'ère Austin Theory commence maintenant. Et il ne veut pas se faire appeler Kid. Il ne veut plus se faire appeler Kid. Seth Rollins sort, monte dans le ring, première chose qu'il dit, félicitations, Kid. Et là, les deux se parlent. Rollins qui dit qu'il veut se battre, il veut avoir une chance pour le titre US. Puis Theory s'en va en disant je vais me battre quand moi je vais le décider. Puis je suis pas ton Kid. Donc, la rivalité n'est pas terminée entre les deux. Peut-être juste pour donner une autre grosse victoire à Austin Theory avant que Seth s'en aille vers d'autres personnes. Ou peut-être donner une victoire par disqualification à Seth. En tout cas, on verra ce que ça va donner dans le futur. Peut-être que ça va faire partie d'un prochain événement Premium Live Event ou un événement spécial. On y va avec le match numéro 4. Dexter Lumis versus The Miz.
Ce match-là avait été initialement annoncé pour Survivor Series. Probablement qu'ils se sont rendus compte qu'avec les matchs de War Games et ce qu'ils voulaient faire avec les 3 autres matchs qui ont été présentés à Survivor Series, ils se sont dit on n'aura pas assez de temps pour ce match-là. Donc, ils l'ont transféré à Raw lundi soir. C'était un match où tout était permis. Hein? Bon, Dexter avait dominé en début de match. On va monter notre petit chat. Donc, Dexter dominait en début de match. Et ça, c'était drôle à un certain point. Corey Graves, qui parlait de Dexter Lumis, de la façon qu'il se déplace, la façon qu'il voulait recollecter son argent que Miz lui devait. Il dit, et ça, c'est une théorie de conspiration qui est une désinformation qui circule aux États-Unis. Là. Il dit, oubliez les 87 000 agents du service du revenu américain engagés de Dexter Lumis. Celle-là, quand je l'ai entendue, je la riais. C'est de la façon qu'il a dit, forget the 87,000 IRS agents, just hire Dexter Lumis. C'était assez drôle. Quand tu l'entends live, là, c'est comme, j'ai pas pu m'empêcher de partir à rire. Mais essaie de se sauver. Il arrache un des coins de ring. Et à un certain moment, Lumis se tape la tête sur le métal. Miz essaie de faire le compte de 3. Tout de suite après, les pieds sur les câbles, et Mel Lumis réussit à se dégager quand même. Dexter Lumis remporte le match, signe le contrat et prend l'argent qui lui était dû, le sac. Et que là, en passant, il donnait de l'argent à des enfants en passant. Miz l'attaque, prend le sac d'argent et essaie de se sauver, mais Gargano arrive, super kick, reprend le 100$ des mains de Miz qu'il avait volé et là, qu'il l'avait pris à l'enfant et retourne le donner à l'enfant. Donc, c'était un petit moment, là. C'était-tu des vrais billets? Je ne sais pas. La WWE pourrait se permettre de donner une coupe de 100$ à des fans. Ça, il n'y aurait pas de problème. Je pense pas que ça les emmènerait en faillite. Donc, un petit feel-good moment, un petit moment bien apprécié, je pense, pour les fans. Et Dexter Lumis est maintenant officiellement sous contrat pour la WWE. On passe maintenant au 5e match. Candice LeRae contre Dakota Kai. Dans ce match-là, Candice, ce qu'elle veut faire, c'est essayer de se venger pour la blessure qu'elle a subie aux mains de Damage Control. Dakota Kai veut poursuivre un peu le momentum qu'elle a comme championne par équipe. Mais souvent, quand tu as quelqu'un qui est champion par équipe, qui lutte enceinte, ils vont avoir tendance des fois à la faire perdre. Donc, le match a été très bon. Candice LeRae est une très bonne lutteuse. Pas encore très connue dans le main roster, mais je peux vous dire que quand elle était à NXT, elle a fait de très bons matchs, notamment contre Io Sky, contre une panoplie d'opposants. Et comme j'ai dit, c'est un très bon match, comme beaucoup de matchs impliquant des femmes. Et Candice a gagné avec un twisting neckbreaker de la deuxième corde. Donc, petite vengeance pour Candice. Qu'est-ce qui s'en vient dans le futur pour Candice LeRae? Probablement continuer la guerre qu'elle a avec Damage Control.
Euh, Est-ce qu'elle pourrait éventuellement former équipe avec quelqu'un pour tenter d'aller ravir les ceintures à Damage Control, Io Sky, Dakota Kai? Peut-être. Euh, je vais peut-être en parler un petit peu plus dans le segment qui suit. Parce que le segment qui a suivi ce match-là, ça impliquait Asuka, Alexa Bliss et Bianca Belair. Non. L'intervieweuse, je crois que c'était Cathy Kelly, si je me souviens bien. Je l'ai oublié de le noter. Mais à un certain moment, elle parle à Bianca Belair, elle parle à Asuka. Et quand elle parle à Alexa Bliss, et vous le voyez dans l'image que j'ai placée sur mon vidéo présentement, il y a le symbole de Bray Wyatt en arrière et elle a l'air complètement perdue jusqu'au moment où ce que Cathy Kelly lui demande son opinion et tout. Là, elle se réveille, puis là, elle dit oh, oui, c'est ça, qu'est-ce qu'elle a dit là, t'sais. Et pas plus que ça. Ça, encore une fois, c'est un signe que Bray Wyatt reprend le pouvoir tranquillement sur Alexa Bliss. Là, elle était complètement distraite, ne portait aucune attention à ce qui se passait en arrière de elle. En arrière, assez autour d'elle plutôt, pas derrière, mais vraiment autour d'elle. Et encore une fois, le personnage qui avait la Dark Alexa Bliss, je crois qu'a été la meilleure version d'Alexa Bliss jusqu'à maintenant. Et je sens qu'il y a une évolution, peut-être retour vers Dark Alexa avec Bray, mais encore plus poussé. On va voir ce que ça va donner dans les semaines qui s'en viennent, mais c'est sûr et certain que l'association Alexa Bliss, Asuka, Bianca Belair va se briser à un certain moment donné. C'est le temps de passer à la grande finale de la soirée. Kevin Owens versus Jey Uso. 2 mots. Quel match! Si les gens doutaient encore du talent de Kevin Owens, je ne sais pas sous quelle roche que vous vivez, que vous viviez, je veux dire, mais quel match! Et depuis que Paul Lévesque, Triple H, appelez-le comme vous voulez, depuis qu'il a pris contrôle du côté créatif de la WWE, de Raw et de SmackDown, c'est un admirateur de Kevin Owens. Et je crois, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense qu'il s'est promis de refaire de Kevin Owens la vedette qu'il mérite d'être dans la compagnie. KO a montré tout son cœur, tout son vouloir. Kick-out, par-dessus kick-out, par-dessus kick-out, par-dessus kick-out. Jay, il faisait des super kicks à répétition, kick-out à toutes les fois. Même Solo Sikoa qui l'enfarge, qui le fait tomber sur le ring apron. Roule en dedans, un autre kick-out. Vraiment, c'était pour démontrer qu'est-ce qu'ils disent en anglais, le fighting spirit, l'esprit combatif de Kevin Owens et son dicton personnel, fight Owens, fight, keep on fighting. Je continue à me battre, je continue, je veux gagner, je vais me battre jusqu'au bout. Puis je crois que c'est ça qu'ils veulent établir pour Kevin, que c'est un gars qui ne lâchera pas le morceau tant et aussi longtemps
qu'il n'aura pas ce qu'il voulait. Et lundi soir, il voulait avoir une victoire sur Jey Uso. Victoire qui a été cherchée grâce à un stunner. Et l'émission s'est terminée là-dessus. Mais encore une fois, quel match de Kevin. Et il y a j'adore les matchs de Kevin. Écoute, Kevin a commencé à lutter, je luttais déjà un peu. J'ai jamais eu la chance de lutter sur le même show que Kevin. C'est un des... Donc, avant qu'il arrive à WWE, je n'avais entendu parler. J'entendais parler comme quoi qu'il était très bon, qu'il était à Ring of Honor, qu'il était là. Je savais qu'il était en train d'avoir une très bonne carrière. Mais avant qu'il arrive à WWE, je ne l'avais jamais vu lutter. Et il est encore meilleur que ce que j'aurais pensé à entendre ce que j'entendais. Sammy, j'ai déjà lutté sur des shows ici à Valleyfield, sur les mêmes shows que lui. À l'époque, il s'appelait Stevie McFly, si je me souviens bien. Avant même qu'il fasse son personnage de El Generico. Il a commencé, je crois, il a commencé El Generico un petit peu à Valleyfield aussi, mais il s'appelait Stevie McFly aussi à un moment donné. Et mais KO, j'ai jamais eu la chance de lutter sur le même show que lui. Et man, je te pensais jamais bon comme ça. Mon move préféré de Kevin Owens, c'est quand il est assis sur la troisième corde et qu'il fait son Fisherman Suplex, la deuxième corde. J'avais jamais vu ça avant et c'est un de mes moves préférés de Kevin. Donc, l'émission, elle termine là-dessus. J'espère que vous allez apprécier mes vidéos francophones. Et c'est un rendez-vous que je vous donne pour mes prochaines vidéos, dont SmackDown. Et je vais reprendre les vidéos que j'ai faites en anglais, pas nécessairement pour les émissions, parce que c'est des émissions passées, mais mon vidéo sur la storyline d'Austin Theory puis Money in the Bank, mon vidéo sur la situation des femmes de la lutte féminine et celui des matchs à stipulation. Je vais les reprendre, je vais les refaire en français afin d'être à jour avec tout le monde. Donc, à bientôt.